Alors, bonjour à vous tous et vous toutes et bienvenue à ce quatrième midi-causerie sur le thème d'un édifice résolument durable. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre Loretta Cianci, directrice du développement du campus, et Serge Harvey, directeur de la planification projet majeur à la direction du développement du campus, nous parler de la conception et des moyens concrets mis en œuvre pour assurer que notre édifice Hélène Desmarais prenne la forme d'un bâtiment écologique qui allie à la fois le bien-être de ses occupants et de ses occupantes, la performance environnementale et le rendement économique. Ça sera suivi de la présentation de Joanne Turbide, secrétaire générale et directrice du développement durable de l'école, et Nadia Poncé-Morales, qui est coordonnatrice à la direction du développement durable, qui nous entretiendront sur leur plan d'action visant à ce que l'édifice devienne un carrefour de dialogue et un lieu d'innovation en matière de durabilité, de responsabilité sociétale des entreprises et d'éthique des affaires. Période d'échange aura lieu à la suite de ces deux présentations. Vous pouvez également inscrire vos questions ou vos commentaires dans le fil de la conversation. Donc, sans plus tarder, je cède la place à Loretta Cianci et à Serge Harvey. Merci Céline. Bonjour à tous. Alors, Serge et moi allons vous présenter le volet plutôt performance environnementale de l'édifice. Alors, si on commence avec le grand projet, ça prend une démarche participative au tout début. Avant même d'arriver sur le site, on a consulté plusieurs instances. Alors, on a la collaboration avec notre partenaire, la Fabrique de Saint-Patrick. On a eu plusieurs activités avec le voisinage et on a fait aussi un exercice de co-design, un atelier co-design avec le groupe Mosaïque. Alors, c'était 60 participants. Des représentants de l'école, des étudiants, des professeurs, personnels administratifs, ainsi que des experts, nos architectes, nos ingénieurs. Alors, et tout ça, c'est résulté dans un manifeste qui est toujours bon aujourd'hui en 2021. Et on a eu plusieurs rencontres consultatives auprès des instances gouvernementales et différents experts en développement durable et urbanisme, par exemple. Page suivante. Si on regarde, quand on arrive dans un site, il faut toujours regarder le contexte. Pour votre information, ce bâtiment se retrouve dans 2 zones de protection patrimoniale et historique. Donc, il y a des paramètres spécifiques qu'il fallait respecter auprès de la ville, du MCC, c'est le ministère Culture et Communication, ainsi que le Conseil patrimoine de Montréal. Donc, la volumétrie du bâtiment que vous voyez là, c'est vraiment pour tenir en compte le cadre bâti, le paysager de l'îlot de la Basilique, ainsi que le gabarit, on était limité en hauteur. Suivant. Donc, ce qu'on a fait, ça c'est le plan que vous voyez là. Alors, c'est pour répondre à ces contraintes ou ces paramètres, on a pu agrandir vers la côte du Beaver Hall. Alors, la ligne rouge solide, c'est notre ligne de propriété, est vraiment spéciale. Et vous remarquerez qu'à plusieurs endroits, le bâtiment est reculé de cette ligne de l'eau. Parce qu'au centre-ville, on peut construire vraiment sur la ligne de l'eau, mais ça a été demandé par plusieurs participants de participants, je veux dire, de reculer le bâtiment par rapport à la rue et la ligne de l'eau. Alors, par conséquence, on a réduit l'empreinte du bâtiment au sol qu'on a acquéri. En ce qui concerne maintenant d'autres démarches participatives qu'on a faites avant même de construire, c'est faire un inventaire sur l'archéologie du site. Alors, ces travaux-là, même avant qu'on a excavé, on avait des archéologues sur le site qui sont venus documenter et enregistrer. C'était important d'enregistrer. Donc, ce qu'on a découvert, c'est des traces d'un ancien refuge Saint-Brigitte. C'était pour des jeunes Irlandaises à l'époque du 19e siècle. On a aussi retrouvé des cours arrière des anciennes résidences du même siècle. Et une maison Rocheblave, M. Rocheblave, c'était un commerçant important à l'époque, la fin du 18e siècle, avec un orphelinat qui donne plus sur le côté René Lévesque, Saint-Patrick. On a découvert une fosse, les archéologues ont découvert une fosse à déchets. J'ai dit, mais pourquoi une fosse à déchets, c'était d'intérêt? Mais enfin, on apprend beaucoup sur les occupants. Alors, par leurs déchets, on peut
comprendre c'est quoi leur régime alimentaire, les outils qu'ils utilisaient. Donc, il n'y avait rien de grande valeur, mais quand même, ça nous disait comment ils vivaient à l'époque. Alors, ça, c'est important pour le ministère de la Culture d'enregistrer, mais pas nécessairement de conserver ces fondations-là. Donc, à la fin, il y a eu une entente pour qu'on fasse une commémoration sur le lieu historique. Alors, c'est le père d'Arde à l'époque qui a mis ça en place, le refuge Sainte-Brigitte. Alors, on a tracé les fondations. Alors, vous avez à droite, c'est des traçages en jaune et en rouge. En rouge, c'est vraiment des murets qui seront reconstruits. C'est de la pierre du site qu'on a récupérée, on a conservé, et là, on le remet dans le projet. Tandis que les traces en jaune, c'est plus des marquages au sol. Donc, ça veut dire que le revêtement au sol va être d'une autre couleur pour démarquer ces fondations. Et avec ça, ce serait accompagné avec une plaque de l'histoire de ce refuge. Donc, ça, c'était apprécié par la basilique, par le Conseil patrimoine de Montréal et le ministère de la Culture. Maintenant, si on veut vraiment parler de développement durable, évidemment, nous avons un objectif d'atteindre LEED Art. Alors, LEED, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Leadership in Energy and Environmental Design. C'est vraiment un système de pointage. Donc, plus de points, plus le niveau de certification. Alors, pour le MEI, c'est le ministère d'Économie et d'Innovation, il y avait un minimum de certification argent, mais avec les efforts qu'on a faits avec les ingénieurs, les architectes, on vise à obtenir le niveau A. Et ça, c'est tout en respectant les exigences professionnelles qui existent déjà. Donc, le programme de soutien à la recherche, c'est vraiment là où le MEI a contribué 14 millions pour le projet. C'est toute l'LD. On a 4 L dans le projet. L'LD, c'est une aile de recherche. On a la loi sur le développement durable, on a des changements climatiques, la stratégie sur l'eau potable. Alors, tout ça, c'était intégré par des ateliers de conception, ce qu'on appelle les PCI, des processus de concept intégrés. Nos équipes à l'interne ici ont aussi participé à ces ateliers-là. Si on arrive à la prochaine diapo, je ne lirai pas tout ça, là, mais c'est les retombées positives qu'on vise une certification LEED. Il y a 7 domaines dans lesquels on est allé chercher des points. Alors, il y avait l'aménagement écologique du site, la gestion efficace de l'eau, l'énergie et l'atmosphère, les matériaux et les ressources, la qualité des environnements intérieurs. Oui, on regarde aussi les finitions intérieures. L'innovation en design, si on fait quelque chose de nouveau, comme pour nous, la géothermie, c'est quand même innovateur. Et la priorité régionale, ça veut dire qu'on cherche à avoir des fournisseurs qui sont locaux ou des produits qui sont locaux. Donc, je passe la parole à Serge qui va rentrer vraiment plus dans les détails spécifiques liés à la certification LEED. Merci, Loretta. Donc, en effet, je vais vous présenter quelques caractéristiques LEED. Comme disait Loretta, tu as différentes sections pour le pointage LEED. Donc, on en a sélectionné quelques-uns pour vous donner un peu une image des éléments qu'on est allé chercher avec la LEED Art. Par exemple, dans les choix des matériaux qui ont été visés pour le projet, avec les architectes, les ingénieurs, on a regardé un certain pourcentage, 20 pour du contenu recyclé, du contenu régional, l'utilisation du bois. Donc, on vise au moins 50 de la valeur de produits doit soit certifié par FSC. Donc, c'est une gestion des forêts écologiques et durables. Également, on privilégie tous les matériaux à faible émission de COV, donc que ce soit au niveau des peintures, des scellants, etc. Donc, ça, c'est des choix qui ont été faits lors de la conception pour vraiment obtenir notre certification. Au niveau de l'éclairage aussi, on est allé avec le DEL qui offre une meilleure performance au niveau de l'énergie. Donc, qui a été fait, qui est utilisé pour vraiment l'ensemble du bâtiment. Vous avez aussi au niveau de l'enveloppe, au niveau de la conception, on est vraiment essayé de développer une enveloppe qui est 30 plus performante qu'une enveloppe
de référence standard. Donc, ça a vraiment une possibilité d'économie d'énergie qui devient intéressante. Puis, il y a aussi vraiment un exercice qui a été fait pour le pourcentage de fenestration qui vient influencer la performance de ton enveloppe. Fait qu'on on a actuellement environ 36 de l'enveloppe du bâtiment, ce qui est vraiment sur le périmètre, qui est visé avec de la fenestration, puis qui ont été vraiment choisis, bien situés sur le bâtiment là, pour vraiment faire des environnements intérieurs intéressants. Comme a parlé Loretta rapidement, il y a un système de géothermie aussi qui a été décidé d'être mis en place. Donc, 30 puits qui ont été vraiment mis en place sous le niveau du stationnement, avec des puits de 150 mètres de profondeur qui ont été creusés pour vraiment utiliser la géothermie pour le chauffage et la ventilation, la climatisation plutôt du bâtiment. L'ensemble des mesures au niveau des réductions de gaz à effet de serre, donc on parle d'une réduction de 431 tonnes de gaz à effet de serre par année comparable à la référence, ce qui fait qu'avec l'ensemble des mesures qui ont été prises, on a été capable d'aller chercher une subvention du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de l'ordre de 474 000 donc, étant donné la réduction de GES qui est visée. Également, une économie d'énergie et d'argent. Donc, les économies d'énergie sont estimées à plus de 55 comparé à la référence, comme je disais, avec la fenestration, meilleure enveloppe, etc., ce qui représente une économie d'environ 150 000 par année au niveau des coûts énergétiques. Au niveau des aménagements paysagers, donc il y a vraiment un aménagement paysager qui a été conçu avec beaucoup de plantations, des allées verdies qui ont été vraiment mis en place. Vous avez l'aménagement paysager prévu sur Gauchetière ici et sur vraiment côté René Lévesque et des images d'inspiration qui sont situées ici. Mais cet aménagement paysager a permis vraiment de faire une atténuation des îlots de chaleur. Fait que vraiment, l'aménagement paysager, le bâtiment avec notamment les toits verts, a permis l'élimination d'un stationnement extérieur qui était existant sur le site, qu'on a vraiment remplacé par le bâtiment des aménagements paysagers avec le stationnement plutôt intérieur. Donc, et vraiment aussi la création des toits verts et des toits blancs donc, qui sont mis en place. Et également, des revêtements extérieurs de l'édifice utilisent des matériaux clairs, un peu comme le toit blanc, mais au niveau aussi des façades aussi, les architectes ont regardé pour vraiment utiliser des matériaux clairs. Donc, pour vraiment avoir un impact sur les îlots de chaleur. Au niveau de la plantation des arbres et tout, donc on a engagé un expert qui a évalué l'impact avant et après. Donc, on a évalué qu'il n'y aurait à terme aucune perte de canopée associée au projet. Parce qu'on plante vraiment, on transplante les pommiers qui étaient sur le site auparavant. Donc, qu'on a actuellement mis à l'externe, qu'on va revenir sur le site. On plante également des nouveaux arbres. On parle de 423 arbustes supplémentaires, plus de 2600 plantes vivaces, donc qui sont plantées sur l'ensemble du site et sur les toits, avec les toits verts également. Fait qu'on pense qu'au niveau de la biomasse, ça a été évalué qu'il y aurait une composition quasi complète sur un horizon de 20 ans. Donc, on parlerait post-production de 10,07 tonnes de carbone qui seraient captées par l'ensemble des plantations qu'il va y avoir sur le site. Également, au niveau du site, on avait l'avantage d'être au centre-ville, fait qu'on pouvait faire la promotion de mobilité durable, fait qu'il y a vraiment un accès, c'était un critère vraiment important quand on allait sectionner le site d'ailleurs, vraiment un accès piéton pour les travailleurs du centre-ville qui veulent se perfectionner. Donc, on peut facilement aller dans les tours du centre-ville vers le site. Il y a également 2 lignes de métro, station de Bixi. Il y a des places de stationnement aussi qu'on vise dans le stationnement intérieur pour voitures électriques en libre service. Donc, on a également installé des supports à vélo intérieurs et extérieurs, qui va permettre pour soit les étudiants ou le personnel de venir à vélo, avec accès à des douches et vestiaires et, comme je disais, bornes de recharge pour voitures électriques. Au niveau de la gestion des déchets au chantier, juste des petites informations parce qu'au niveau dans le pointage LEED également, tu peux avoir des points additionnels si tu gères adéquatement tes déchets au chantier.
Donc, ça, c'est un objectif qui est visé. Puis à ce jour, on parle de plus ou moins 92 du taux de recyclage-valorisation en date du mois de juillet 2021. Ça, vraiment, il y a des comptes rendus vraiment de façon assez systématique que doit faire l'entrepreneur à nos spécialistes lead pour vraiment évaluer. Au niveau de la démolition, il y a eu plus de 2 millions de kilogrammes de matériel qui ont été recyclés ou valorisés versus seulement 250 000 kilogrammes de matériaux qui ont été enfouis. Donc, et au niveau de la construction également, là, vous avez les données. Fait que ça, c'est vraiment aussi un effort qui est fait vraiment pendant le chantier de construction. Donc, je pense que ça vous donne un aperçu des mesures LEED qui ont été faites. Donc, à partir de là, je vais redonner la parole à Céline. Oui, merci. Merci Serge et Loretta pour cette excellente présentation. Effectivement, c'est un édifice résolument durable. Alors, ce sera maintenant au tour de Joanne et Nadia, en mode échange, de nous parler aussi de leur projet. Merci beaucoup, Céline et collègues. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, vous êtes en train de voir les diaporamas, puis effectivement, on va continuer sous forme d'échange avec Joanne. Donc, on voit vraiment que les bâtiments répondent à notre mission renouvelée et aussi à nos priorités stratégiques. Le fait que l'école se dote vraiment d'un écosystème de recherche, de transfert et enseignement, et notre édifice Hélène Desmarais va y contribuer. Mais le projet a été démarré bien avant qu'on communique les résultats du processus de planification stratégique. Joanne, est-ce que tu pourrais nous partager la vision qui a suscité ce projet en développement durable? Pourquoi c'était important d'avoir un projet en développement durable à l'intérieur du comité de transition? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nadia. Écoute, Nadia, merci de ta question. L'idée, c'est que Loretta l'a dit, dès 2017, on a fait une consultation avec les gens du quartier, puis on savait à quel point c'était important d'avoir un bâtiment que l'on appelait à l'époque vert, donc un bâtiment qui soit un exemple de développement durable. Et on voit par la présentation de Loretta et de Serge que le travail a été très, très bien effectué. On a suivi avec eux. On a parfois été des acteurs de changement avec eux. On a travaillé sur les différents aspects qui ont été nommés cet après-midi. Mais on se disait aussi, en plus du bâtiment vert, que pouvons-nous faire à l'intérieur de ce bâtiment pour que la vie du bâtiment soit aussi axée en développement durable, d'autant plus qu'on est au centre-ville, donc au cœur du milieu des affaires. Et si on prend notre mission bien à cœur, bien, ça fait partie aussi de notre mission d'influencer les acteurs du monde des affaires à faire en sorte que leurs pratiques soient axé sur le développement durable, autant au point de vue social, au point de vue environnemental et au point de vue économique. Donc, pour nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire avec ce projet en développement durable. Donc, Nadia, je te relance la question. C'est toi qui as piloté ce dossier-là avec l'équipe. Alors, comment, toi, tu t'es doté comment as-tu travaillé alors avec les gens du quartier pour développer davantage cette proposition en développement durable pour le centre-ville? Merci pour la question, Joanne. Et en fait, on a vraiment d'abord constitué une équipe de collaborateurs et de collaboratrices qui nous ont vraiment parlé de la nécessité de bien connaître les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du quartier, de nouveau quartier en quelque sorte, mais ancien quartier si on se rappelle qu'on revient au centre-ville. Et en fait, il y avait vraiment cette volonté de co-construire une initiative avec et pour la communauté. En fait, on arrivait dans un environnement où il y a déjà différents acteurs mobilisés
Et on a décidé de parler vraiment avec une grande diversité de partenaires potentiels, certaines organisations qui collaboraient déjà avec HEC Montréal de façon un peu formelle, informelle. On a parlé notamment avec la Maison de développement durable, avec Destination Centre-Ville, du côté un petit peu plus d'une relance économique, comment on pouvait y contribuer. Mais on a parlé aussi avec certains partenaires communautaires que vous voyez à l'écran et on a commencé vraiment à dessiner différentes recommandations de comment HEC Montréal pourrait vraiment mobiliser les nombreux atouts qu'il amène pour vraiment avoir un impact positif dans notre nouveau quartier. Comme tu l'as bien dit, Joanne, on arrive dans un quartier. En fait, on essaie vraiment de collaborer avec les secteurs des affaires pour contribuer à leur stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, à susciter un changement positif. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on est vraiment dans un quartier de contraste. On a vraiment des projets immobiliers qui sont concomitant avec un embourgeoisement. On a vraiment des enjeux d'itinérance qui sont de plus en plus importants, mais qui sont parfois invisibles dans les quartiers où on s'installe. Il y a une pénurie des locaux pour accueillir des activités des organismes communautaires. Il y a très peu de services. Il n'y a pas vraiment de bibliothèques ou d'écoles de quartier. Et nous, on arrive vraiment avec un bâtiment où, en fait, un des résultats des consultations qu'on a mené en 2017, c'était vraiment de dire, est-ce qu'on peut vraiment cohabiter? Est-ce qu'on peut utiliser vos locaux? Et de quelle façon, en fait, la communauté étudiante, nos experts peuvent s'impliquer dans la communauté pour penser à des solutions novatrices à tous ces enjeux. Donc, on est vraiment arrivé à 3 recommandations principales pour notre édifice Hélène Desmarais. On s'est dit, en fait, HEC Montréal pourrait continuer à se positionner comme leader en développement durable, en responsabilité sociale d'entreprise et en éthique, autant du côté du milieu des affaires que vraiment avec nos interactions avec la communauté plus large, mais aussi avec dans les occasions d'apprentissage et de développement qu'on offre à notre communauté étudiante. On a une belle crédibilité du côté des affaires et parfois le fait d'être un peu les lieux de maillage multisectoriel où la communauté des affaires peut trouver des solutions avec les organismes de quartier, avec la ville de Montréal. On peut vraiment être un facteur pour accroître l'impact collectif. Et comme vous voyez à l'écran, il y avait vraiment une volonté de différents organismes de dire, bon, vous pouvez peut-être susciter des solutions, incuber de nouveaux projets où on va vraiment tirer parti de l'arrivée des chercheurs qui se penchent sur des enjeux vraiment clés au niveau économique, social, environnemental. Beaucoup de nos étudiants qui arrivent au centre-ville ont déjà une certaine expérience sur les marchés du travail et certainement une volonté de mettre en pratique de nouvelles compétences et les compétences qui sont. Donc, on arrive vraiment avec ces atouts incroyables pour vraiment contribuer de façon positive au quartier. Et Joanne, on a vraiment discuté déjà de différentes initiatives, de différents projets qu'on pourrait mettre en place. Pourrais-tu nous partager en fait quelques projets, initiatives concrètes auxquelles on a commencé à penser en collaboration avec nos différents partenaires et aussi avec notre équipe de collaborateurs et collaboratrices? Oui, merci Nadia. D'abord, entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu la pandémie, donc depuis le printemps 2020. Et on sait très bien que le quartier du centre-ville, le quartier des affaires, a été fragilisé à plusieurs égards. Donc, on illustre ici au moins 3 projets et il y en a d'autres. Donc, entre autres, le projet d'insertion en emploi en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Centre-ville. Le directeur actuel du Carrefour Jeunesse Emploi Centre-ville est un de nos diplômés et il était vraiment très enthousiaste quand on lui a parlé de travailler avec les jeunes chez eux, de lui faire visiter l'école, de les inciter peut-être à poursuivre des carrières universitaires, d'avoir confiance en eux puis d'être à l'écoute de leurs besoins,
probablement de travailler en un maillage avec nos étudiants à nous. On a aussi une collaboration avec le Y des femmes depuis déjà quelques temps. Et dans ce cas-ci, ce qu'on souhaiterait, c'est promouvoir l'inclusion des femmes exclues du marché du travail. On sait aussi que la pandémie a beaucoup touché les femmes. Donc, comment favoriser l'insertion dans le marché du travail? Donc, collaborer avec eux, les aider, les inviter, partager des connaissances, partager des compétences, les aider dans la préparation de leur curriculum vitae. Donc, un projet encore là, qui est en train d'être élaboré, mais je le trouve très stimulant et ça rejoint aussi l'équité, la diversité, l'inclusion. Ensuite, collaboration avec la table de quartier pour le développement de solutions à la cohabitation. Nadia le disait tantôt, donc au centre-ville où on est logé, il y a énormément d'édifices et de logements pour les personnes mieux nanties, mais comment on peut aider à trouver des solutions pour des personnes qui sont au cœur du centre-ville, mais qui ont beaucoup plus de difficultés à se loger. On a aussi un projet qui n'est pas là, mais qui est avec la Maison du développement durable. Ils souhaitent développer des formations expérientielles et nous allons collaborer avec eux pour les aider à développer ça puis à les mettre en valeur. Alors, voilà quelques exemples de projets concrets qui vont nous amener dans la vie de l'école, au centre-ville, à valoriser tout ce côté social et sociétal de notre mission. Merci Alors, beaucoup. Nadia, toi, qui a travaillé vraiment de très près tout ce projet. Et je te remercie. Je remercie aussi toute l'équipe de collaborateurs. Comment vous voyez le déploiement de la programmation à plus long terme au centre-ville en lien avec le développement durable? Merci beaucoup, Joanne. Et en fait, juste avant de me lancer sur vraiment les longs termes, je tenais vraiment à dire qu'en fait, les différentes initiatives qu'on a commencé à prévoir vont nous mettre un peu en piste pour vraiment avoir un impact durable dans notre nouveau milieu. Donc, on avait commencé, et c'était vraiment dans un contexte pré-pandémie, à imaginer un espace. Et je pense qu'on va encore trouver des façons de faire rayonner tout l'impact que notre communauté va avoir. Mais si vous pouvez le voir à l'écran, on pense aussi à différentes initiatives comme vraiment continuer la consultation avec notre communauté externe, essayer vraiment d'incuber des nouveaux projets et vraiment voir à la mise en œuvre des projets que tu nous as donné quelques exemples, Joanne. Pensez peut-être expérimenter avec un de nos atouts importants qui sont nos espaces physiques. Serge nous a vraiment bien expliqué tous les efforts qu'on a fait pour conserver et avoir vraiment un impact positif au niveau vraiment architectural et physique, mais ça peut être vraiment un élément clé pour la communauté qui, en fait, a moins accès à ce type de services sur place. Et à long terme, en fait, on voit vraiment à HEC Montréal avec un ancrage sur sa communauté. On contribue vraiment à une vie de quartier engageante et enrichissante. Vraiment, il y a certains partenaires qui nous disent ça serait vraiment génial de continuer à faire l'enco-design pour une collaboration accrue. Il y a eu un effort de ne pas devenir à nouveau îlot de chaleur. Notre édifice peut devenir vraiment un îlot de fraîcheur, accroître la résilience de la communauté face au changement climatique si en fait on utilise nos espaces de façon à vraiment bâtir cette résilience. On peut vraiment penser à des lieux dynamiques où, en fait, la communauté se sent à l'aise et bienvenue pour participer à un partage des connaissances et vraiment utiliser la gestion pour avoir un impact positif sur notre milieu. Donc, c'est un peu comme ça qu'on les voit. Si je peux me permettre, Nadia, aussi, dans un de nos rêves à long terme, ce serait que nos étudiants en développement durable développent
des expositions Exact. itinérantes, probablement à l'extérieur si la température le permet, pour expliquer les différents enjeux du développement durable dans les organisations. Donc, de se servir aussi de des projets de nos étudiants puis de les exposer pour stimuler la réflexion et pour stimuler aussi les changements à opérer pour avoir un futur plus durable. Donc, on veut absolument aussi utiliser le potentiel de nos professeurs et de nos étudiants. Absolument, Joanne. Merci beaucoup d'avoir ajouté ce point extrêmement important. Mais si tu es d'accord, je pense qu'on pourrait arrêter notre dialogue et puis passer aux questions des collègues, autant pour nous que pour Loretta et Serge. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci, Nadia. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup pour ce beau partage, effectivement, Joanne et Nadia. Donc, on pourrait maintenant passer à la période de questions et d'échanges, soit par le fil de la conversation ou soit en levant simplement la main dans réaction en bas. Et puis, je vous donnerai la parole par la suite. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à nos panélistes? Je ne vois rien pour l'instant dans la discussion. Ah, ça vient d'arriver. Simon, bravo à toute l'équipe du développement durable pour cette approche. En tout cas, et HEC est vraiment chanceux de nous avoir comme leader de projet, bien sûr, alors qu'on installe ce beau bâtiment. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres échanges? Oui, c'est emballant, Ariane, effectivement. Non. Ben, je passerai tout de suite la parole. Peut-être qu'il y en aura un petit peu plus tard, mais à Loretta, hein, peut-être nous donner un aperçu des travaux de construction, comment ça va? Merci, Céline. Donc, au chantier, ça avance. On a fermé l'enveloppe, que ce soit par le mur rideau permanent ou par une fermeture temporaire, ce qui nous permet de travailler à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, les travaux en mécanique, électricité avancent très bien. Ils ont commencé à fermer des cloisons. Ça, c'est pour nous, c'est le début de la finition intérieure. Donc, c'est très excitant. On a 4 étages de salles de cours. Les infrastructures sont rendues au 7e et 8e étage. Ils ont fermé, je pense, toutes les salles au 4e étage. Ils sont au 5e. Donc, ça va très bien au niveau de construction. C'est toujours le souhait de livrer pour la rentrée scolaire 2022. C'est quand même un défi, on ne vous le cache pas. C'est serré, mais on suit ça, puis il y a une bonne collaboration au chantier. À part de la construction, il y a toute la mise en service. Donc, depuis quelques mois maintenant, on a des équipes internes qui participent vraiment de très près avec l'équipe du projet pour arriver à installer nos équipements. Alors, TI, par exemple, va rentrer peut-être en février-mars et le service des immeubles se prépare aussi. Donc, il y a beaucoup de coordination à faire afin qu'on soit capable d'opérer le bâtiment. Alors, ça, c'était très important qu'on fasse ça là. On est beaucoup dans les appels d'offres, justement, pour ces équipements-là. Donc, ça suit son cours. Il y en a une quarantaine d'appels d'offres qui se font. Donc, chaque service à l'école ont spécifié leurs besoins. On travaille de très près avec eux pour être bien sûr qu'on répond aux besoins opérationnels. Alors, c'est là où est-ce qu'on est rendu actuellement dans l'édifice, la réalisation de l'édifice. Parfait. Merci beaucoup, Loretta, pour ces informations de dernière heure, si on veut, sur tout l'édifice. Donc, on nous dit bravo. Est-ce qu'on pourra faire un lien avec notre certification à Shokao? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre? Peut-être. Vous m'entendez? Oui? Oui, Joanne. Oui.
Ben oui, évidemment qu'on peut faire un lien avec la certification Ashoka-U. Ashoka-U, c'est un campus qui est résolument durable, autant dans ses enjeux, encore une fois, sociaux et environnementaux. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve très complémentaire à un bâtiment LEED or, d'avoir tout ce volet social, de développer les collaborations avec les organismes du quartier qui sont là pour la lutte à la pauvreté, qui sont là pour l'inclusion. Donc, tout ça est intrinsèquement lié à la certification Ashoka, tout à fait. Excellent. Merci, Joanne. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres questions, commentaires? Si je peux me permettre, j'inviterais les personnes qui participent aujourd'hui à si vous avez toutes sortes d'idées, si on a des angles morts, si vous voyez qu'il y a d'autres organismes qui n'ont pas fait partie de notre étude pour toutes sortes de raisons, venez nous voir. Nadia est dédiée à ce projet et elle le fait avec beaucoup de cœur. Alors, et Jean-Michel de l'équipe du développement durable, on n'est pas une grande équipe, mais et il y a tout le projet aussi d'écosystème que Luciano parraine, Luciano Barin-Cruz. Alors, je pense que c'est vraiment une approche intégrée qu'on veut faire pour que les gens au centre-ville constatent que HEC Montréal prend vraiment la transition écologique à cœur et va l'opérationnaliser le plus rapidement possible pour être une institution inspirante pour le monde des affaires. Donc, on compte sur vous aussi pour être des ambassadeurs et des acteurs de changement dans ce grand mouvement vers une économie plus verte et plus juste. Bel appel entendu, Joanne. Parfait, merci beaucoup. On voit aussi, faire l'affaire pour des œuvres d'art d'artistes locaux, peut-être qu'on nous dit dans le fil de conversation. Y a-t-il autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Ça va? Bien, alors, je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir le contenu partagé de nos midi-causeries sur les pages web internes Cap sur le centre-ville 2022 sous l'onglet Réussir 2022. Donc, je vous remercie tous et toutes de votre participation à notre quatrième midi-causerie. Je vous rappelle que ceux qui assistent à ces midi-causeries courent la chance de faire une visite du nouvel édifice dès le printemps 2022. Alors, 3 laissez-passer seront tirés dans les prochaines heures au hasard après chacune de nos midi-causeries. Donc, bonne chance à tous et à toutes. Merci beaucoup et très belle journée à tout le monde.